Madame la directrice de l'École française d'Athènes, chère Véronique, chers amis, chers collègues, je suis heureux de partager avec vous ce soir des observations et des réflexions qui m'occupent depuis longtemps. La fonction de directeur des études, aussi passionnante soit-elle, m'a tenu éloigné de mes terrains de recherche au cours des dernières années. Alors que le moment approche pour moi de quitter la direction des études modernes et contemporaines et de retourner à la recherche, je tiens à remercier très chaleureusement Véronique Chankowski, d'abord pour les 6 années passées à travailler avec elle et avec l'ensemble de l'École française d'Athènes au développement des études modernes et contemporaines. Ensuite, de m'offrir ce soir l'occasion de me projeter dans ce qui redeviendra mon occupation principale à la rentrée prochaine, en vous présentant, dans ces grandes lignes, le dossier de ce que j'appelle le retour des pélages. Population mystérieuse, et pour cela support d'imaginaires et de conjectures variées, les pélages passent aussi pour être un peuple migrateur qui va et qui vient, et qui peut à ce titre nous entraîner loin dans le temps et dans l'espace. Pour commencer, je vous emmène à Paris en 1889, après Jésus-Christ. L'image que vous voyez est à peu près tout ce qui reste de la maison des Pélages, imaginée et conçue par l'architecte Charles Garnier et construite sur le Champ de Mars à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris. Elle est inspirée de ses propres observations à Mycène et à Tirynthe, ainsi que de la récente découverte du site de Troie. Elle se caractérise par ses murs, de gros blocs non équarris ou grossièrement taillés, pour reprendre les mots de son concepteur, par son toit de terre et d'herbe, et par sa porte au jambage formé de 2 énormes pierres, pour le citer encore. Sur le seuil, les pélages sont représentés comme des êtres primitifs, hirsutes et vêtus de peau de bête. Cette image rend compte de la place occupée par les pélages à la fin du XIXe siècle dans les connaissances européennes sur la préhistoire de l'Europe. Ils sont vus comme des précurseurs. Ils incarnent les débuts de la civilisation, en particulier par leur talent de bâtisseurs. En 1889, cette représentation est déjà le fruit d'une longue histoire, une histoire complexe qui touche aux origines de la civilisation grecque et à la façon dont l'érudition d'alors, étroitement liée au philhellénisme du début du siècle, invente les relations entre la Grèce antique et l'Europe moderne. Tout repose sur l'interprétation qui est faite des mentions des pélages chez les auteurs anciens. Les pélages, en effet, ont l'avantage d'être mentionnés dans l'Iliade et par Hérodote, ce qui témoigne de leur très haute antiquité. Ces 2 sources et d'autres plus tardives ont cependant l'inconvénient d'être allusives et contradictoires, ce qui en rend l'interprétation malaisée. L'archéologie et la linguistique ont été mobilisées pour tenter de mettre de l'ordre dans les témoignages littéraires. On a vu dans certains mots grecs les traces d'un substrat pélagique. On a attribué aux pélages les murs cyclopéens popularisés par plusieurs voyageurs européens et dont la maison de Charles Garnier garde la trace. Progressivement, cependant, avec le développement de l'archéologie et de la linguistique scientifique, les pélages sont passés au second plan. Trop peu documentés, ils ont été relégués au rang d'hypothèses historiographiques. Aujourd'hui, ils sont étudiés en tant que mythes ou légendes, c'est-à-dire comme des témoignages de la façon dont les sociétés modernes de Grèce et d'Italie se représentaient leurs origines et leur parenté. Les travaux de Dominique Brickell et de Christian Survinou-Inwood sont les principaux jalons de cette relégation. Les 2 auteurs affirment que les références antiques aux pélages doivent être traitées comme des mythes, la réalité historique derrière ces références nous échappant à jamais. Il n'y a plus de pélages que littéraires. Pourtant, les pélages n'ont pas entièrement disparu. On peut même affirmer qu'ils sont de retour, et je me propose de montrer comment
et dans la mesure du possible, pourquoi. Il faut dire d'abord qu'ils reviennent par un chemin un peu détourné, un chemin qui passe par l'Albanie de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Le parcours que je vous propose ce soir commence donc en Albanie, plus précisément en Albanie du Sud, là où j'ai fait ce que j'appelle mes premières rencontres pélagiques. Les pélages bénéficient en effet dans ces régions d'une faveur renouvelée, au point qu'ils tendent, depuis plusieurs années, à supplanter les Illyriens dans le récit des origines de la nation albanaise. Je présenterai le rôle que l'on fait jouer aujourd'hui au pélage dans le récit des origines, pour saisir ce qu'il implique concernant les relations entre les Albanais et leurs voisins grecs. Je replacerai enfin le retour des pélages dans le contexte des Balkans contemporains, contexte dans lequel se formulent et se reconfigurent plusieurs versions de la quête des ancêtres. Ce sera l'occasion de montrer l'intérêt du cas d'étude constitue le retour des pélages dans l'analyse des usages du passé, préhistorique et antique, dans la région. En ce qui me concerne, tout a commencé en Albanie du Sud, à l'été 2001. Je faisais alors du terrain dans une région regroupant une dizaine de villages à flanc de montagne, en face de la ville de Gjirokastër. Je m'intéressais aux effets de la migration vers la Grèce, massive à cette époque, depuis l'Albanie méridionale. Les anthropologues aiment bien raconter ce qui leur arrive sur le terrain. Et c'est bien normal puisqu'il s'agit de leur principale source d'information. Voici donc ce qui m'est arrivé un matin d'été. Je m'étais rendu dans le village d'Assin Zenel, un des centres administratifs de la région, pour assister à une cérémonie commémorant la formation d'une unité de partisans pendant la Seconde Guerre mondiale. Après les discours et allocutions des officiels, la fête commence. Je me retrouve assis à une table avec d'autres convives. Nous partageons de l'agneau rôti et buvons de la bière. Il y a là une employée de la commune et son mari, peintre d'icônes, le vétérinaire de la commune, le chef de la police et 2 ou 3 autres personnes, dont mon collègue, le géographe Pierre Sintès. Nous parlons de notre intérêt pour la frontière et pour la migration vers la Grèce. Mais lorsque notre conversation aborde le traitement différent accordé aux migrants albanais en Grèce selon qu'ils sont musulmans ou chrétiens, membres de la minorité grecque d'Albanie ou non, le chef de la police nous interrompt. Notre conversation, dit-il, devient trop politique. Il faut changer de sujet. Nous parlons alors d'histoire ancienne. Quelqu'un commence à dire que beaucoup de noms propres de l'Iliade et de l'Odyssée ne s'expliquent pas par le grec, mais possèdent une étymologie en albanais, ce qui prouve la grande ancienneté de cette langue. Le vétérinaire renchérit en affirmant que les funérailles d'Achille correspondent à des pratiques encore en vigueur aujourd'hui dans les montagnes de la région. Le nom même de la ville de Marseille, dit-il, s'explique par l'albanais. N'est-il pas composé des verbes mar, prendre, et ciel, apporter, ce qui traduit bien la vocation commerçante de la ville. Tout cela, ajoute-t-il, a une seule explication historique. Une grande part de ce qui est reconnu aujourd'hui comme grec a en réalité été emprunté par les Grecs à une autre population, celle des Pélages, qui occupait la majeure partie de la Méditerranée. Or, poursuit-il, les Albanais sont les véritables descendants des Pélages, tandis que les Grecs sont arrivés d'ailleurs et plus tard. Comment sait-il tout cela? Par un livre qu'il a lu récemment, écrit par un historien français qui, m'assure-t-il, révolutionne l'histoire. S'il peut me rapporter de nombreux autres passages du livre, il est cependant incapable de me donner le nom de l'auteur. Je le quitte sur une énigme.
C'est le cas de le dire, car dès le lendemain, de retour en ville, je n'eus aucun mal à identifier le livre en question. Il s'agissait de la traduction en albanais, publiée quelques années plus tôt, d'une partie d'un ouvrage paru en 1990 sous le titre général de L'énigme et dont le premier des 5 volumes porte en sous-titre Les Pélages. Dans les mois et les années qui suivirent, je fis d'autres rencontres de ce type. En 2010, de passage par un autre village de la région, je fus emmené par un habitant, ancien migrant à Athènes et sculpteur, jusque dans la montagne, sur le site de ce qu'il me présenta comme une ancienne ville pélagique. Incapable de juger par moi-même de l'ancienneté des murs de pierre qu'il me montrait, je l'écoutais parler des projets de développement touristique que ce site impliquait pour le village lorsque les archéologues italiens présents dans la région l'auraient fouillé. Surtout, je m'aperçus que le livre de Robert d'Angeli, que je continuais à voir dans toutes les librairies, n'était pas isolé. Chaque année, plusieurs livres étaient publiés qui soutenaient la même thèse. Les Albanais sont les descendants directs et authentiques des Pélages, ce qui fait d'eux les plus anciens habitants de la région et par là même les précurseurs des Grecs. Ces idées étaient par ailleurs largement relayées par toutes sortes de gens que je rencontrais au gré de mes enquêtes, même lorsque l'objet de celle-ci était fort éloigné des questions d'origine ou d'histoire ancienne. De fait, il est fréquent, lorsque l'on séjourne de manière longue ou répétée sur un terrain, que des objets de recherche imprévus s'imposent à l'attention de l'ethnographe. Il faut bien sûr les laisser s'imposer et les intégrer à l'enquête de terrain. Ils reflètent des préoccupations des gens dont on cherche à comprendre l'existence et requièrent donc notre attention. C'est de cette manière que j'ai commencé à collecter et à lire ces livres et aussi à chercher à comprendre par qui et comment ils étaient écrits et publiés. J'ai rencontré et interrogé des auteurs et des lecteurs. J'ai aussi cherché à observer les manifestations concrètes de ces idées, qui ne sont pas que des représentations. Identifier des sites archéologiques potentiellement pélagiques, publier un livre, fonder une association savante ou organiser une conférence sur les origines des Albanais sont des actions concrètes. Dans cette démarche, j'ai suivi 2 principes. Le premier est de ne pas plaquer un modèle d'interprétation a priori, par exemple, en ne cherchant pas à définir d'emblée l'objet en tant que mythe d'origine nationale. Il s'agit plutôt de chercher à l'identifier dans toutes ses dimensions et à saisir ses significations dans l'existence des individus. Le second principe, fondamental en anthropologie, est de faire jouer la tension entre distance et familiarité. S'imprégner de ces représentations et de leurs significations pour ceux qui les propagent, les accueillir, quelle que soit la stupeur, le scepticisme et même l'ennui qu'elles suscitent, tout en les soumettant à l'analyse qui permet de les objectiver. Cette démarche a permis rapidement les 2 constatations suivantes. Premièrement, le retour des Pélages se manifeste avant tout par une intense activité éditoriale. Voici quelques couvertures de livres sur lesquels apparaissent les mots Pélage ou pélagique. Je traduis quelques titres. Les Pélages, l'origine que l'on nous dénie. Les Pélages et les Illyriens en Grèce ancienne. Les Pélages, leur langue et leur culture. Les Pélages ont parlé et écrit en albanais. Le catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale d'Albanie, qui recense les livres parus à partir de l'année 2000, donne un nombre d'ouvrages de ce type supérieur à 100. À cette production éditoriale s'ajoute une activité soutenue en ligne et à la télévision. Les Pélages sont omniprésents dans l'espace public albanais, aux grandes dames des historiens
des archéologues, des linguistes et des anthropologues pour lesquels ces théories sur l'origine des Albanais n'ont aucun fondement scientifique. Car une deuxième caractéristique de cet engouement pour les pélages saute aux yeux. Il se développe principalement en dehors du monde académique et repose avant tout sur l'activité de passionnés et d'amateurs venant d'horizons divers. Une troisième caractéristique apparaît encore. Il ne s'agit pas d'une invention récente. Les pélages ne sont pas des nouveaux venus dans le récit des origines albanaises. Ils ont bénéficié d'une grande faveur au XIXe siècle chez les promoteurs de la nation albanaise. Dès le début du siècle, une connexion a été établie entre les pélages et les Albanais modernes. Conrad Maltebrun, un des premiers, a avancé l'hypothèse dans sa géographie universelle à partir de 1810. L'idée a fait progressivement son chemin que les Albanais, perçus comme une des populations les plus archaïques d'Europe, seraient les descendants des pélages. Une caution scientifique a été apportée par la parution, en 1854, des études albanaises du consul autrichien à Ioannina, Georg von Hahn, ouvrage qui passe pour marquer les débuts de l'observation scientifique des Albanais et dont l'auteur soutient la thèse de leur origine pélagique. Cette idée a permis d'affirmer l'existence des Albanais dans la longue durée et donc de justifier la reconnaissance au début du XXe siècle d'une nation albanaise distincte des Turcs, des Grecs et des Slaves avec lesquels ils étaient souvent confondus. Ce succès s'est poursuivi jusqu'au milieu du XXe siècle. À cette date, en Albanie comme ailleurs, le développement de l'archéologie et de la linguistique scientifique a entraîné l'abandon des pélages. Après la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir politique et les chercheurs formés aux nouvelles disciplines ont préféré poser les Illyriens en ancêtres nationaux. Mais aujourd'hui, les pélages sont de retour et il s'agit de comprendre pourquoi et comment un récit national, un récit historique national bien implanté, comme celui qui promeut les Illyriens comme ancêtres des Albanais, se voit relégué au second plan, au profit de théories plus anciennes qui ne sont pas plus étayées par les sources qu'elles ne l'étaient au XIXe siècle. Voyons à présent quelles sont les principales propositions du discours contemporain sur l'origine pélagique des Albanais. Il faut dire tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un ensemble de propositions acceptées ou formulées de la même manière par tous les auteurs. Nous n'avons pas affaire à une doctrine cohérente et ces propositions ne sont pas portées par un mouvement unifié ou clairement identifiable. Certains auteurs sont plus lus et plus cités que d'autres. Certains bénéficient d'une plus grande visibilité médiatique, mais dans l'ensemble, la diversité et la fragmentation dominent. À titre d'exemple, l'étymologie et la signification du nom même des pélages ne fait pas l'unanimité. Certains, contre toute vraisemblance étymologique, y voient des habitants des cavernes, spélagi, ce qui fait d'eux les représentants d'une humanité primitive. D'autres interprètent le mot comme ceux qui sont nés blancs, piel arg, ce qui en fait les premiers représentants d'une race blanche. Malgré la diversité des interprétations, on peut identifier quelques questions centrales dans le discours pélagiste, c'est-à-dire dans le discours qui promeut les pélages comme ancêtres nationaux des Albanais. La première est l'affirmation de l'existence historique des pélages. Contre la déconstruction opérée par les chercheurs contemporains, qui ne voient dans les références antiques aux pélages que des mythes et des légendes, il s'agit d'accorder un crédit complet aux sources littéraires anciennes et modernes. Si Hérodote raconte que les pélages ont occupé l'Attique avant d'en être chassés par les Athéniens, il faut le croire. Si dans l'Iliade, Achille adresse une prière à Zeus, dodonéen et pélagique, c'est que Dodone était le centre religieux des Pélages. Si, enfin,
Pouqueville et d'autres voyageurs du XIXe siècle décrivent des murs pélagiques en Épire, c'est bien parce que la région a été le berceau des pélages. La deuxième proposition est celle qui établit une continuité et une identité entre les pélages et les Albanais. Ici, la langue joue un rôle fondamental. Une pseudo-linguistique historique sert de support à des reconstructions étymologiques variées qui toutes démontrent que les pélages parlaient albanais. Depuis le XIXe siècle, les noms des divinités grecques ont fait les frais de ces reconstructions. Le nom d'Aphrodite, par exemple, est expliqué par l'albanais Aphrodite, proche du jour, la planète Vénus étant visible le soir et le matin. Une identité stricte entre l'albanais et le pélagique est posée. Hérodote, me dit un jour un interlocuteur à Girocaster, Hérodote écrit que le pélagique était parlé sur l'agora à Athènes. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est la même langue qui est parlée par les migrants albanais. D'autres arguments peuvent appuyer la théorie de la continuité, dans le domaine de l'ethnographie par exemple. Depuis les découvertes d'Arthur Evans à Knossos, des représentations féminines minoennes, sur des sceaux ou sous forme de statuettes, ont été rapprochées d'un vêtement féminin du nord de l'Albanie, la djoublette. Ces rapprochements, opérés en premier lieu par le savant autrichien Franz Nobscha en 1925, ont été repris par les ethnologues albanais de la période communiste pour rattacher les Illyriens à une ancienne civilisation méditerranéenne. Ils sont toujours en vogue aujourd'hui, mais désormais chez les promoteurs des pélages. La djoublette est ainsi présentée comme le témoignage ou la survivance d'un ancien vêtement pélagique répandu dans tout le bassin méditerranéen. Car, et c'est la troisième proposition, l'identification des pélages aux Albanais, qui possèdent un caractère exclusif et localisé, seuls les Albanais sont les vrais descendants des pélages, et l'Albanie actuelle est le berceau de la civilisation pélagique, cette identification n'empêche pas l'affirmation de l'étendue et de l'influence des pélages sur une grande partie du monde ancien. Certaines cartes publiées vont dans ce sens, et le même interlocuteur de Girocaster me disait « Depuis l'Écosse jusqu'au Tibet, il n'y avait que des pélages. » Sur cette carte, la Méditerranée est appelée mer pélagique et la péninsule balkanique, péninsule pélagique, d'où partent les routes par lesquelles les pélages se sont répandus. On voit derrière cette inflation de la catégorie pélage une autre signification. Les pélages sont synonymes de race blanche. Ils sont à l'origine de la race blanche. Les idées sur l'origine des Albanais reposent, d'une façon qui n'a rien de surprenant, sur un modèle biologique et racial. Dans ce modèle, les ethnonymes donnés par les sources antiques désignent des peuples qui se maintiennent dans le temps et qui transmettent, dans le cours de l'histoire, leurs caractéristiques physiques et génétiques. À cet égard, les promoteurs des pélages sont nombreux à suivre les découvertes de la génétique des populations et à chercher, dans l'ADN des populations contemporaines, des preuves du lien biologique qui relie les Albanais aux pélages. Le modèle biologique constitue une arme pour dévaloriser les voisins et les concurrents. Il suffit en effet de contester leur pureté raciale pour les rabaisser. Cela nous amène à la quatrième proposition commune aux promoteurs des pélages. Ils établissent une distinction entre les Albanais, descendants directs des pélages, et les Grecs, qu'ils présentent soit comme issus d'une lignée différente, soit comme le résultat d'un mélange entre un élément pélagique et un élément extérieur. On retrouve ici un vieil argument, celui utilisé au XIXe siècle par Jacob Philipp Fallmerayr, pour récuser l'hypothèse d'une continuité entre Grecs de l'Antiquité et Grecs modernes. Les auteurs pélagistes aiment mettre en avant
l'origine asiatique des Grecs, qu'il s'agisse de l'Antiquité ou de la période médiévale. Deux modèles de l'origine des Grecs coexistent dans cette littérature. Dans l'un, les Grecs ont pour ancêtres des étrangers, phéniciens ou sémites, arrivés d'Asie et qui ont fini par subjuguer les pélages autochtones, dont certains, réfugiés dans les montagnes d'Albanie, ont résisté et résistent encore et toujours à l'envahisseur. Dans l'autre, les Grecs résultent d'une scission au sein des pélages. Une aristocratie guerrière et économique s'est détachée de la masse du peuple, en particulier en cultivant une nouvelle langue, le grec, et en adoptant un nouveau nom ethnique, celui des Hellènes. Ensuite, comme dans le premier modèle, cette élite grecque a subjugué la masse pélagique. Dans les deux cas, nous dit-on, ce sont les Grecs, vainqueurs, qui écrivent l'histoire. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les Grecs ont cherché à faire oublier leur origine pélagique et à contester le fait que la masse des pélages a survécu sous la forme de peuples non grecs, en particulier sous la forme du peuple albanais. L'auteur d'un traité sur les origines des Albanais explique qu'après la révolution de 1821, le nouvel État grec s'est efforcé de falsifier l'histoire et de faire disparaître toute trace des pélages et des Albanais. Ces Grecs, écrit-il, qui prétendaient être les descendants des Grecs anciens, n'épargnèrent rien et s'empressèrent de renverser les textes sur l'histoire et les faits des Pélasgo-Illyro-Albanais pour en faire des textes et des faits des Grecs anciens. Fin de citation. L'histoire, telle qu'elle a été écrite par les Grecs, est en grande partie une histoire falsifiée, une histoire qui dénie aux descendants des Pélages dominés le droit d'exister et de faire valoir leur identité pré-grecque. Telles sont les principales propositions qui fondent le récit contemporain sur l'origine pélagique des Albanais. Cette présentation rapide permet de mettre en évidence deux caractéristiques supplémentaires du discours pélagiste. Il est, d'une façon qui n'a rien d'extraordinaire ni de surprenant, fondé sur une conception nationaliste et raciste de l'histoire. L'histoire consiste en l'interaction de ces groupes qui entrent en concurrence, cherchent à dominer les autres et à résister à leur domination. Deuxièmement, le discours pélagiste est un discours sur les relations entre les Grecs et les Albanais, dans le passé, mais surtout dans le présent. C'est un discours qui pose les relations entre Albanais et Grecs comme un rapport de force à corriger. Le retour des Pélages correspond à un récit des origines finalement très classique, conforme aux récits nationaux qui se répandent au XIXe siècle dans toute l'Europe et qui ont été très bien analysés dans le cadre des études sur les nations et les nationalismes. Ce récit exploite du matériel antique pour parler du présent. Il relève d'une forme bien connue du discours des origines. Pourquoi alors s'y intéresser ? D'abord, parce qu'il s'agit d'un changement d'ancêtre. Le récit élaboré autour des Illyriens pendant la période communiste remplissait déjà une fonction de récit d'origine nationale et la remplissait fort bien. Il rencontrait une adhésion certaine chez les Albanais, en Albanie, mais aussi au Kosovo. Il faisait aussi, et fait toujours, l'objet d'un relatif consensus dans le monde académique international. Son abandon doit donc révéler un changement de la conception de la nation. Ensuite, parce que ce changement d'ancêtre est en train de se faire. Au-delà de la déconstruction et du constat de l'utilisation des savoirs sur l'Antiquité par les nationalismes contemporains, phénomène bien connu et bien étudié en Grèce et dans les Balkans, nous pouvons observer le processus dans son mouvement et dans toutes ses dimensions. Pour l'heure, et pour ce qui concerne les Pélages, trois enjeux de cette redéfinition de la quête des ancêtres se font jour à la lumière des premiers résultats de la recherche. Ils concernent le contexte albanais, mais aussi plus largement
le contexte balkanique. Le premier enjeu consiste à voir dans le retour des Pélages un révélateur d'une transformation du statut du savoir dans l'Albanie post-communiste. Cette transformation est d'abord visible dans le profil des principaux auteurs pélagistes, une quarantaine environ. J'ai déjà signalé qu'ils n'étaient pas, pour la plupart, des chercheurs professionnels. Précisons. D'abord, ce sont, dans leur grande majorité, des hommes, même si quelques femmes se distinguent par leur productivité et par leur reconnaissance médiatique. Beaucoup d'entre eux ont fait des études, parfois des études supérieures. Ensuite, l'écriture d'un ouvrage pélagiste est souvent précédée d'autres expériences d'écriture. On trouve des auteurs de poèmes, de pièces de théâtre, de romans et de nouvelles. C'est le cas de l'auteur, en 2007, de ses observations sur l'ancienneté de la langue albanaise. Il a auparavant publié ses premiers poèmes dès 1967, du théâtre depuis 1971 et des nouvelles depuis 1986. L'image qui se dégage est celle d'une classe moyenne intellectuelle représentée par des enseignants du primaire ou du secondaire, des médecins, un directeur de banque, des ingénieurs, des officiers de l'armée ou de la police. Beaucoup d'entre eux se sont lancés dans l'écriture après avoir pris leur retraite, d'autres à la suite d'une maladie ou pour occuper leur convalescence. Tel est le cas de cet auteur, diplômé d'économie et retraité de la Banque nationale. Il raconte en 2007, dans un livre qui démontre que les héros homériques sont albanais, que la révélation lui a été donnée à la lecture d'une traduction de l'Iliade lors d'une convalescence. On constate aussi que certains écrivent après une expérience d'exil ou de migration. À propos d'un des rares auteurs féminins, un internaute écrit en 2007 « Elle a émigré avec sa famille en Grèce, où elle travaillait dans une bijouterie. Elle a expérimenté par elle-même la haine des Grecs envers les Albanais et la politique anti-albanaise des Grecs. C'est à la suite de cette expérience de retour en Albanie qu'elle a commencé des études d'histoire et a publié des livres sur l'origine et l'histoire glorieuse des Albanais. De façon classique, l'éloignement et le contact avec l'étranger déclenchent une rêverie nationaliste, une rêverie des origines. La contribution de cette catégorie sociale à la production érudite s'explique par une démocratisation de l'accès aux sources et aux outils d'édition longtemps réservés aux chercheurs professionnels. Les ressources en ligne, textes antiques et littérature d'érudition ou scientifique des 2 derniers siècles, fournissent une matière abondante à laquelle les auteurs ont largement recours. Les bienfaits du numérique s'étendent aussi à l'écriture et à l'édition. La plupart des ouvrages pélagistes sont des productions domestiques. Si l'on en croit les indications fournies par les livres eux-mêmes, leurs auteurs s'appuient sur les compétences informatiques acquises par leur entourage proche. Le contraste est fort avec la période communiste, au cours de laquelle 3 ou 4 maisons d'édition étatiques se répartissaient l'ensemble de la production. Aujourd'hui, les maisons d'édition privées sont très nombreuses et profitent de la vogue des pélages pour s'affirmer sur un marché désormais concurrentiel. De plus, des imprimeurs acceptent de publier des ouvrages en confiant aux seuls auteurs la responsabilité éditoriale. Il suffit de quelques centaines d'euros pour être l'auteur d'un livre. Tout cela forme un schéma dans lequel une grande partie de la production du savoir s'émancipe des institutions de recherche officielles et s'y oppose. Cela pose la question du savoir, du statut du savoir et du savoir scientifique en particulier dans l'Albanie post-communiste. Le deuxième enjeu de l'étude réside justement dans la dimension post-communiste du retour des pélages.
Les promoteurs des pélages se positionnent en effet fréquemment par rapport au passé communiste du pays. Ils se présentent comme en rupture avec la science de la période communiste et ses continuateurs d'aujourd'hui. À titre individuel, plusieurs auteurs se posent comme des victimes de la répression communiste et lient leur entreprise d'écriture à cette expérience. Cette posture est assez répandue dans l'Albanie post-communiste. Elle ne se limite pas aux auteurs pélagistes. Mais elle s'articule à un discours sur la vérité. Comme l'exil, la répression politique, parfois sous la forme d'un exil intérieur ou relégation, est une épreuve de vérité, une expérience douloureuse qui fait prendre conscience des mensonges des autorités et de leurs récits officiels sur l'histoire et les origines de la nation. Cela revient à dire qu'en réprimant les intellectuels, le régime voulait faire taire la vérité sur la nation. L'auteur de ce livre, officier, a été exclu de l'armée et du parti en 1974 et envoyé en relégation avec interdiction d'écrire. En 2011, il publie Des pélages aux Albanais, ouvrage qu'il présente comme une tentative de rétablir une vérité niée par le régime communiste. C'est ainsi que le discours pélagiste s'affirme comme un discours anticommuniste. Ce que l'on reproche au communisme va au-delà de la répression subie au niveau individuel. On reproche au régime de ne pas avoir défendu les intérêts de la nation. Le récit sur l'origine illyrienne des Albanais aurait maintenu les ancêtres nationaux dans une position périphérique et subalterne par rapport aux Grecs. On lui reproche d'être trop favorable aux intérêts contemporains des Grecs en Épire. Les pélages, au contraire, renversent le rapport. Les ancêtres des Albanais se retrouvent au centre et à l'origine. La civilisation grecque apparaît dans ce schéma comme un produit dérivé et tardif. C'est dans ce renversement hiérarchique que se situent les principaux enjeux contemporains de la théorie pélagique. Le recours au pélage permet en effet d'inverser une relation entre Grecs et Albanais, ressentie comme fortement inégalitaire et hiérarchique, en particulier depuis les années 1990, dans le contexte de la migration. Le sentiment de cette inégalité politique, économique, culturelle, semble trouver une compensation dans l'évocation des pélages. Le retour des pélages peut en ce sens être vu comme une réponse aux transformations post-communistes de l'Albanie. Mais ces transformations ne se limitent pas à l'Albanie. Elles impliquent son environnement balkanique et européen. La construction intellectuelle qui fait de la Grèce classique l'origine de la civilisation européenne, l'invention de la Grèce, pour reprendre le titre d'un livre récent, a été principalement pensée dans le cadre des relations entre Occident et Grèce moderne. Un phénomène comme celui du retour des pélages montre l'intérêt de prendre en compte l'environnement balkanique de la Grèce dans la construction de ce type de discours. Il nous fait voir que l'Europe occidentale n'a pas le monopole de cette invention et de l'exploitation de la ressource symbolique que constitue la Grèce ancienne. Le renversement de la relation entre Grecs et Albanais que proposent les auteurs pélagistes s'effectue en effet par une entreprise d'appropriation au profit des Albanais de la ressource que constituent les vestiges grecs antiques et l'imaginaire qu'ils suscitent. Ce qui fait le prestige de la Grèce aux yeux de l'Europe, son capital symbolique, est revendiqué comme étant d'origine pélagique. Les Albanais y ont donc leur part. Le cas le plus flagrant est peut-être celui de Dodone. La localisation de ce sanctuaire, l'un des plus importants du monde grec antique, a fait au XIXe siècle l'objet de nombreuses hypothèses. Depuis les années 1870 et les fouilles de Constantin Carapanos, elle est cependant assurée au sud-ouest de la ville de Ioannina.
Pourtant, à partir des années 1930, elle a été contestée par plusieurs auteurs albanais. L'argument principal est toponymique. Les auteurs anciens situaient Dodone à proximité d'un mont Tomaros, qui ne peut être que le mont Tomor, sur le territoire albanais défini en 1913. L'existence d'un sanctuaire musulman au sommet de la montagne, objet d'un grand pèlerinage annuel, vient à l'appui de cette hypothèse qui fait d'un des plus hauts sommets de l'Albanie méridionale une montagne sacrée. Aujourd'hui, deux auteurs en particulier s'efforcent de situer Dodone du côté albanais de la frontière, soit au pied du mont Tomor, soit un peu plus au sud, dans la vallée de la Vios. Dans le premier cas, une carte nous indique l'emplacement des deux montagnes dodonéennes, l'une en Grèce, l'autre en Albanie, appelées respectivement Tomar et Tomor. Dans le second, la photographie de couverture d'un des 4 volumes consacrés à la question par l'auteur situe la Dodone pélagique sur les pentes du mont Trebéchine, au-dessus de la ville de Kultur. Dans les deux cas, le site de la Dodone grecque, dont il est tout de même difficile de faire abstraction, est relégué au rang d'annexe ou de création secondaire du sanctuaire originel situé du côté albanais de la frontière. De telles entreprises d'appropriation, depuis les héros homériques jusqu'à la ville de Marseille, en passant par la géographie historique de l'Épire, constituent un des moteurs du récit pélagiste. Prendre en compte cette mobilisation des pélages à des fins d'appropriation symbolique revient à opérer un décentrement nécessaire pour rendre compte de la complexité qui entoure la fabrication et la circulation des savoirs sur la Grèce antique. Cela est d'autant plus nécessaire que le discours actuel sur les origines pélagiques des Albanais est contemporain de phénomènes similaires, en particulier dans l'espace post-socialiste. Dans ces conditions, la comparaison s'impose. C'est la raison d'être du programme de recherche que je coordonne à l'EFA avec Galia Valcinova, qui vise à comparer l'utilisation contemporaine des traces et des pélages respectivement en Bulgarie et en Albanie, et sur cette base, à proposer un modèle d'interprétation pouvant servir à d'autres cas d'étude. Pour conclure, et s'il fallait retenir une idée dans ce que je viens d'exposer, je dirais qu'il est important de prendre le retour des pélages et d'autres phénomènes similaires au sérieux. Prendre au sérieux, cela ne veut pas dire adhérer à ce qu'affirment ces récits. Ce n'est pas non plus les traiter avec ironie ou condescendance. L'ironie n'est pas une analyse. Cela ne veut pas dire non plus se limiter à une déconstruction, à une critique de leurs arguments et à une démonstration de leur banalité ou de leur inconsistance. Prendre au sérieux, cela veut plutôt dire chercher à comprendre ce que ces idées et ces pratiques révèlent et ce qu'elles font, c'est-à-dire comprendre en quoi elles sont à la fois structurées, c'est-à-dire déterminées par un certain état des relations sociales, et structurantes, c'est-à-dire capables de produire de nouveaux rapports sociaux. La position assez claire des historiens, des linguistes et des archéologues d'aujourd'hui sur le faible degré d'existence à reconnaître au pélage n'empêche pas ces représentations, en décalage avec les connaissances scientifiques, d'exister et d'avoir des effets concrets dans la vie des individus qui y adhèrent et des groupes dans lesquels elles circulent. Depuis les villages d'Albanie bouleversés par la migration, jusqu'au milieu académique bousculé par l'irruption de théories pseudo-scientifiques, ce sont ces effets et cette mobilisation qu'il convient d'étudier dans une perspective qui implique à la fois l'histoire ancienne et l'anthropologie des savoirs. Je vous remercie de votre attention.